Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs moments dans ce confinement et dans ce post-confinement. Tout d'abord, c'était un état de sidération et presque un état de paralysie où j'essayais de comprendre ce qui nous arrive, pas forcément comment ce virus se développe, mais surtout comment l'humanité réagit face à cette modification du milieu. Et à la différence de toutes les réactions qu'on a perçues, et aussi j'avais besoin de comprendre ce qui se passe en moi profondément et comment les choses prennent une autre valeur aussi. Donc il y a eu ce moment de paralysie, après il y a eu un moment d'observation, un moment où j'avais besoin de lire plein de choses, surtout d'entendre la parole des philosophes, la parole des psychologues, des sociologues, des historiens, des politologues. Voilà, donc c'est aussi une parole qui m'inspire beaucoup dans ce que je fais. La parole d'autres artistes aussi. Et vers la moitié du confinement, il y a eu le besoin d'écrire, pas sur ça, mais d'écrire différemment, quelque part. J'ai très peu regardé des captations vidéo, j'ai très peu regardé du théâtre parce que pour moi le théâtre c'est c'est une présence réelle et pas virtuelle. Dès qu'on passe dans le virtuel, c'est plutôt du cinéma. Donc j'avais pas forcément envie de vivre une expérience théâtrale un peu au rabais. Donc j'ai vu très peu de choses. Aussi parce que peut-être dans les premières années où je suis arrivée en France, où j'ai fait des études théoriques pendant 1 an ou 2 ans à la Sorbonne, j'ai vu énormément de captations vidéo, mais je les ai vues plutôt d'un point de vue de quelqu'un qui essayait de se documenter. Donc voilà, dans le confinement, j'avais pas ce besoin de documenter, de voir un peu ce qui se passe au théâtre, parce que je vois beaucoup de théâtre à Paris et j'ai la chance de voir du théâtre dans les salles. Donc voir un théâtre filmé, ça me mettait un peu à distance. J'ai vu beaucoup de cinéma, j'ai lu pour la première fois pendant longtemps. J'ai lu des choses que j'avais pas le temps de lire avant, des choses qui n'avaient pas forcément un rapport avec mes recherches. Et ensuite, il y a eu cette ouverture, ce retour vers une vie à peu près normale, mais sans théâtre. Le théâtre est revenu très tard. Mardi dernier, le Théâtre national de la Colline à Paris, où j'ai joué souvent, où je suis impliquée dans le projet, c'est réouvert et je suis allée dans cette salle. Bien sûr, c'est une salle à jauge réduite et je pense que ça faisait longtemps que je n'ai pas ressenti euh, cette joie de retrouver des gens et de me taire quand la lumière s'éteint pour voir d'autres gens me raconter une histoire et exprimer des idées et exprimer des émotions et des ressentis. Et je pense que pour moi, en tout cas, cette période où le théâtre était absent, où on était plus dans le virtuel, m'a donné la capacité de me réjouir plus des choses qui existent, qui sont là. Donc de me réjouir plus quand une rencontre puisse avoir lieu, quand un spectacle de théâtre puisse se passer, quand je peux retourner dans une salle d'exposition, une salle de concert. Donc je pense que j'apprécie beaucoup plus aujourd'hui ce qui était devenu une normalité et presque une banalité avant cette période. Je ne sais pas si cette crise a été un moteur de renouveau, de créativité. Euh, je pense que c'était un moment de profonde remise en question. Et je suis très heureuse d'avoir pu traverser cette période comme ça. Je n'ai pas essayé de fuir, et j'ai essayé d'affronter vraiment ce qui m'arrivait et d'aller vraiment profondément presque dans cette crise qui s'est passée aussi à l'intérieur, pas que à l'extérieur. Et je pense qu'il y a eu une transformation. euh, et je pense que parce qu'il y a eu cette transformation à l'intérieur de moi,
il y a eu évidemment une transformation dans ce que je fais, dans ce que j'écris. Peut-être que je me sens plus libre aujourd'hui, plus libre aussi du regard de l'autre, de la perception. Et puis je pense que ce qui a été essentiel, c'était de me dire, je me le disais toujours, mais je pense que c'est devenu beaucoup plus radical, de me dire que je ne ferai que ce qui m'est nécessaire et urgent. Et comme si la dernière chose que j'écris ou le dernier spectacle que je mets en route ou le dernier projet de cinéma, ça doit être, euh, ça doit avoir la nécessité du dernier geste d'un artiste. Je me dis toujours, et si ça serait le dernier texte que j'écris. Donc ça, c'est vraiment, cet arrêt, ce moment de silence, de vide qui m'ont permis de me re-questionner comme ça. Euh, j'ai beaucoup écrit dans la deuxième partie et presque dans le post-confinement, parce que dans la première partie du confinement, je voulais surtout pas écrire, je voulais surtout pas continuer de produire comme on produisait, être dans cette fuite en avant, être presque dans cette fuite de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc j'avais plutôt envie de m'arrêter et de ne rien faire, ce qui était très difficile et ce qui est très difficile pour moi parce que je fais plein de choses, peut-être et sans doute je fais trop de choses. Donc j'ai vraiment voulu vivre cette expérience d'arrêt jusqu'au bout et l'écriture n'est pas venue comme une obligation, elle est venue au moment où c'était nécessaire et il y a eu j'ai écrit un texte en roumain, mon deuxième texte en roumain, pour le Théâtre national de Sibiu qui est en train de se répéter en ce moment. J'ai écrit un scénario de cinéma, un scénario de film tiré de ce texte. Et puis j'ai commencé un projet de roman, j'ai écrit un texte en français pour un tenant compte, ce dernier texte que j'ai écrit, que j'essaye de mettre en place dans les mois qui vont suivre. C'est un texte qui est plutôt un matériau pour une performance entre une actrice et un spectateur, une spectatrice. Donc c'est vraiment travailler à partir du confinement, sans parler du confinement qu'on a vécu, en parlant plutôt d'un enfermement au sein d'une prison, que ce soit une prison extérieure ou une prison intérieure. Donc c'est vraiment, ce projet vient vraiment de cette expérience du vide, de l'enfermement, de la solitude et d'une reconstruction antérieure. Ça, c'est la partie la plus douloureuse de l'histoire. En France, on a eu la possibilité d'aider un certain nombre d'artistes. Il y a déjà ce système qui est unique au monde, le système de l'intermittence, qui permet de rémunérer des artistes aussi sur les moments où ils ne sont pas en travail visible, où ils ne sont pas sur les plateaux, où ils ne sont pas en répétition. Donc dans ce temps qui est plutôt dévoué à la recherche, à la documentation, à la réflexion, parce qu'un artiste, il travaille tout le temps, il ne travaille pas qu'au moment où il met en œuvre son projet. Donc il y a eu cette prolongation du système de l'intermittence sur un an supplémentaire. Il y a eu aussi la mise en place d'un chômage partiel qui a permis à des compagnies à rémunérer, à honorer leurs engagements sur les dates de tournée qui n'ont pas pu se maintenir. Il y a eu aussi des aides pour les auteurs, pour les écrivains, pour les auteurs de théâtre, mais aussi les autres. Il y a eu une aide de 1 500 € par mois pour les auteurs qui pouvaient montrer que cette période les a affectés financièrement par rapport à l'année d'avant. Donc il y a eu ces mesures. À mon avis, c'est insuffisant parce que c'est des mesures qui vont penser des petites plaies qui ont eu lieu pendant ce confinement, mais la culture est affectée bien après, et surtout le théâtre, parce que c'est l'endroit qui se déconfine en dernier, et c'est l'endroit qui pourrait se reconfiner en premier si jamais il y a une deuxième vague ou il y a des vagues épidémiques. Donc on a fait des études en France et on a vu clairement que le secteur du théâtre est le plus impacté et sera impacté sur au moins 2 ans.
Donc la question se pose comment on va continuer à accompagner les artistes sur la durée, chose qui n'est pas encore très claire. Comment on va pouvoir accompagner aussi les lieux, parce qu'il y a eu des pertes qui vont engendrer une diminution des moyens que ces lieux peuvent donner aux artistes indépendants pour créer. Et si je pense à la situation en Roumanie, là je deviens très inquiète et je trouve que c'est catastrophique parce que il n'y a pas eu des vraies mesures pour les artistes indépendants. Ils sont un peu laissés à l'abandon. Il y a eu beaucoup de coupes dans les théâtres publics, que ce soit des coupes qui sont venues du ministère de la Culture, que ce soit des coupes qui sont venues des villes, et ça dans presque tous les théâtres. Je pense qu'il y a très peu de théâtres en Roumanie qui vont pouvoir maintenir leur programme de création sur la saison prochaine. Il y a même des théâtres, moi j'avais un projet qui a été annulé pour l'instant parce que le théâtre ne peut plus produire. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement grave. Je trouve qu'en Roumanie, il y a un manque de politique culturelle depuis des années, depuis le début d'ailleurs, je crois, mais qui ne s'améliore pas du tout. Et s'il n'y a pas une politique culturelle forte, surtout dans ce moment de crise, le secteur indépendant, je pense qu'il est en danger, qu'une grande partie de ces artistes vont être obligés de se reconvertir et il y aura un vide qui sera laissé derrière. Je ne pense pas que c'est un problème juste roumain, c'est un problème européen et mondial. Il y a des pays qui ont eu l'intelligence de réorienter un peu leur budget et mettre de l'argent dans la culture, et je pense notamment à l'Allemagne qui a eu un geste fort. La France essaie de suivre un peu cette tendance, mais pour l'instant, les choses ne sont pas encore claires et on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Mais les artistes sont mobilisés et ils continuent à se battre et on continuera à se battre pour défendre pas seulement nos droits, parce qu'il ne s'agit pas de ça, c'est aussi pour défendre la possibilité de faire circuler des histoires, parce qu'on est quand même ceux et celles qui créons un imaginaire et qui déplaçons l'imaginaire. Et je pense que les politiques doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas s'en passer des artistes, parce que ce sont eux qui construisent, qui reconstruisent déjà tout ce qui a été détruit et qui proposent d'autres utopies et qui font circuler des histoires et qui fabriquent l'imaginaire du monde de demain. Je ne pense pas forcément à la culture de demain, je pense au monde du demain, parce que la culture fait partie du monde et je pense qu'on ne peut pas les dissocier. Je pense qu'il faut qu'on apprenne quelque chose de cette crise. Déjà, en dehors de cette crise, de ces conséquences douloureuses qu'on est en train de vivre et qu'on continuera à avoir, je pense que c'est quand même une chance d'avoir pu expérimenter une autre forme de vie. Donc, et je pense que si on n'arrive pas à tirer une conclusion et à tirer des leçons de cette expérience qu'on a vécue, on l'a vraiment vécue pour rien et c'est vraiment dommage. Je pense que ce qui a été assez puissant dans cette crise, quand je dis puissant, c'est pas forcément positif, mais il y a quand même des conséquences qui pourraient être positives, c'est qu'on a appris à vivre avec moins de choses et à se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous est essentiel pour vivre? Et on a vu une des choses qui était essentielle pour les gens, c'est la culture, qu'elle soit diffusée dans le virtuel. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important parce qu'on voyait les gens, ils se sont échangés des films. Il y a eu, je parlais avec une libraire ces jours-ci, il y a eu une augmentation des ventes de livres, même pendant le confinement. Donc il y a cet intérêt à nouveau pour tout ce qui est lié à la pensée. Donc je pense qu'il faudra se donner beaucoup plus de moyens pour développer notre société dans ce sens-là et être peut-être moins dans le tourisme de masse. Je ne dis pas qu'il ne faut plus voyager. Moi, en ce moment, c'est la chose qui me manque le plus et il y a eu plusieurs résidences qui vont être annulées. Je devais faire deux voyages au Brésil qui, je ne sais pas si je pourrais le faire dans l'immédiat.
Donc le voyage est important, mais euh, il y a un aspect qui est peut-être à revoir, hein, cette circulation un peu euh, chaotique, partir à 3 heures d'avion chaque week-end juste pour oublier, euh, je ne sais pas, oublier les choses essentielles de la vie et fuir quelque chose. Peut-être qu'on pourrait les voir autrement et peut-être qu'on pourrait fuir autrement ou ne pas fuir et affronter ce qui se passe. Cette consommation aussi effrénée, je pense que c'est à revoir. Et quand je dis ça, je pense aussi au théâtre. Moi, je sais que je vais produire autrement les décors, par exemple. Je ne voudrais plus euh, mettre énormément de mon budget de création dans les décors, dans les costumes, dans des choses qu'on va utiliser 10, 20, 30, 50, 100 fois même et qu'après on va jeter à la poubelle. Donc ça serait intéressant de réfléchir à un moyen de recyclage, surtout pour les théâtres peut-être. De pouvoir donner une partie de leurs matériaux à des compagnies indépendantes, de voir un peu comment on peut polluer moins avec nos productions, aussi réfléchir quand on part en tournée en France, on fait beaucoup de tournées, donc quand on part en tournée à l'étranger ou quand on part en tournée même loin dans la France, voilà, le bilan carbone il explose. Donc qu'est-ce que, je dis pas qu'il faut plus le faire, mais qu'est-ce qui est intéressant à faire, comment construire ces tournées pour que ça soit moins polluant et aussi, moi je me pose la question, par exemple, partir à La Réunion, j'ai un projet de création et on devrait jouer à l'île de la Réunion. Est-ce que c'est intéressant que je parte pour 3 dates, jouer mes spectacles et repartir? Ou est-ce que si je mobilise une équipe de 10 personnes, ça serait pas plus intéressant de rester un peu plus longtemps, d'organiser des sessions de formation, d'organiser de laboratoires, de rencontrer les artistes qui sont sur place, de développer un projet qui n'est pas axé juste sur l'export ou la diffusion d'une création pure et simple sans avoir cet échange qui va dans tous les sens. Donc ça aussi c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Et la chose peut-être la plus importante, c'est cette question, qu'est-ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui et qu'est-ce qui est important et voilà comment on fait les choses pour se concentrer sur ça et ne pas se perdre dans des choses qui ne mènent pas là où l'acte artistique devrait y arriver. Il y a 10 ans, ou peut-être même 15, peu importe, j'ai rencontré quelqu'un dans un bar par hasard. On a parlé de plein de choses, de l'actualité politique, de l'état du monde, des fractures sociales, de notre sentiment d'impuissance face à ça. Et à la fin, il m'a dit cette phrase qui m'a poursuivie très longtemps. Toi, tu es en guerre, mais tu n'as pas encore trouvé ton ennemi. Quand tu le trouveras, tout ira mieux. Pendant des années, j'ai suivi cette injonction, et je n'ai fait que chercher cet ennemi partout pour le mettre à terre, le vaincre et l'anéantir. À cette phrase se rajoutaient d'autres phrases accordées sur le même lexique. Une pluie de guerre et des ennemis imaginaires. Je me suis parfois égarée là-dedans à traquer cet ennemi qui refusait de me montrer son visage, mais qui continuait à détruire tout autour. À force de le chercher partout pour le combattre, je me suis laissée avaler par le courant du temps. J'ai accéléré jusqu'à perdre le contrôle du volant et le goût du voyage. Je ne pouvais plus rien contempler des paysages qui défilaient sous mes yeux. Mais j'ai continué et j'allais continuer sur le même rythme car c'est ça qu'on me demandait de faire pour exister, pour garder mon droit de parole. Et même si je contestais ce pouvoir qui m'obligeait à rentrer dans cette course effrénée, j'obéissais à son injonction. Je continuais par inertie, ou par peur de perdre le sens, peur de se perdre dans le silence ou l'immobilité, peur de tomber à nouveau dans le vide, ce vide qui me faisait si peur pendant l'enfance, plus que les monstres ou l'obscurité. Ou peut-être peur de perdre l'amour de celles et ceux qui disent avoir besoin de m'entendre parler.
Et il y a eu ensuite cette obligation de s'arrêter, arrêt possible et accepté juste parce que le monde entier le faisait, en même temps, sans aucune résistance. Il y a eu d'abord l'envie de faire quelque chose dans son coin, dans cet espace rétréci. Fabriquer d'autres histoires, d'autres idées, des choses qui puissent répondre aux besoins du présent. Mais pour fabriquer quelque chose de nouveau, il faut beaucoup de temps, beaucoup de place, et il faut d'abord laisser mourir l'ancien. Alors j'ai accepté de ne rien faire. Je n'ai fait qu'observer ce qui se déroulait à l'intérieur et à l'extérieur sans construire d'autres attentes. Pour inventer du temps et de l'espace, il me fallait passer par le silence du vide, voir toutes mes certitudes se taire une à une. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'ennemi n'était pas dehors, il était là, à l'intérieur de moi, et il était temps de faire la paix avec lui. La guerre s'est enfin arrêtée. Elle n'a peut-être même pas existé en dehors de ma tête. Il y a quelques nuits, j'ai fait un rêve étrange. J'étais chez moi. Je voulais allumer une bougie et sans vouloir, je mettais le feu partout. Mon appartement était en flammes, mais ça ne me faisait pas peur. Je regardais le feu prendre de plus en plus d'ampleur, et je savais qu'il fallait appeler les pompiers ou sortir, mais je ne faisais rien. Je regardais juste, et je me demandais quel objet prendre avec moi. Mon passeport? C'est le premier mot qui m'est passé par la tête, cet objet passe-partout qui atteste une identité reconnue par les autres. Je renonçais à l'idée en me disant que la carte bancaire me serait sans doute plus utile, mais je ne faisais toujours rien. Je ne la cherchais même pas. Je renonçais à cette idée aussi en me rendant compte que je n'avais plus besoin de rien. Et puis quelqu'un de l'extérieur a éteint le feu dans l'appartement. Tout était recouvert d'une poudre blanche comme dans un décor de théâtre des années 80. Je regardais ce nouveau paysage émerveillé et une autre pensée parasite surgissait. Quel effort pour nettoyer tout ça! Est-ce que je retrouverai mes objets intacts sous toute cette poussière ou ils seront complètement calcinés? Mais je ne faisais toujours rien. Je regardais cette image que je trouvais très belle. Je ne sais pas trop interpréter mes rêves malgré mes lectures de Freud, Jung et Lacan. Et d'habitude, je les oublie assez vite. Parfois, il m'arrive de me réveiller en pleine nuit d'un cauchemar et je ne veux plus me rendormir par peur qu'elle reprenne son fil. Ce qui me paraît surprenant dans ce rêve, c'est le regard que je posais sur ce qui était autour de moi. Un regard qui m'était plus nécessaire et urgent que les actes. Et aussi l'immobilité. Et la peur qui avait disparu, comme si je n'avais jamais connu ce sentiment pourtant si présent d'habitude dans ma vie. Ce qui me semble encore plus étonnant, c'est que j'acceptais enfin de perdre quelque chose, et ça ne me paraissait plus du tout grave. Comme si je savais qu'autour de cette perte, je pourrais construire autre chose. Quelque chose que je ne connais pas encore, que je n'ai pas prévu, attendu, désiré. Quelque chose qui ne demande pas beaucoup de moyens ou d'efforts. Quelque chose qui peut prendre forme à partir d'un regard. Et si je mettais ces phrases au pluriel, ça donnerait quoi? On a accepté enfin de perdre aussi. Mais autour de cette perte, on pourrait construire autre chose, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas prévu, attendu, désiré. Est-ce que ce n'est pas ça la source des œuvres? L'imprévu, l'imprévisible, l'indisponible. On s'est arrêté parce que la machine a décidé de le faire et de nous entraîner tous, qu'on le veuille ou pas, dans cet état d'arrêt. Cet arrêt qu'on confond trop souvent avec une mort précoce. Cet arrêt qui n'est finalement qu'un reset. La machine a désinstallé son programme et maintenant elle se remet en marche. Comment? Selon les mêmes principes de productivité, compétitivité, efficacité, rapidité et tous les autres mots qui nous cassent les oreilles? Peu importe comment cette machine marche si on se met en dissonance avec elle. Si on invente une nouvelle musique qui apaise nos peurs, qui ressuscite l'émotion enterrée dans nos corps, qui peut raviver notre élan. Cette musique qui raconte ce qu'on vit ici, notre souffrance, mais surtout notre résistance, notre espoir, notre amour. Cette musique qui neutralise le nihilisme, le désespoir, la fascination du mal.